Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Pause Sportive, le podcast qui t'aide à performer et à repousser tes limites aussi bien physiquement que mentalement. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Morgan Aldo, médecin du sport au sein de la FMMAF, qui est la Fédération française de MMA, et présent aussi dans l'Octogone pour les combattants de MMA, pour l'événement par exemple PFL, les événements PFL ou encore l'UFC. Il est aussi l'auteur du livre La Formule du sommeil. On va donc aujourd'hui axer cet épisode sur la santé du sportif avec la récupération via le sommeil. Salut Morgan, merci d'avoir accepté l'invitation et ravi de t'avoir ici. Comment vas-tu? Eh ben écoute, je te remercie pour ton invitation. Moi ça va bien, je suis content de pouvoir être là avec toi et puis je suis chaud pour répondre à tes questions. Super, merci Morgan. Alors avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices et nous expliquer ton parcours en tant que médecin du sport? Eh ben écoute, moi je suis donc effectivement médecin du sport, je suis en région lyonnaise. Je suis donc l'un des médecins à la Fédération française de MMA. Si j'ai décidé de faire de la médecine du sport, c'est pour mêler l'utile à l'agréable parce que je suis moi-même sportif depuis de nombreuses années. J'ai commencé avec le street workout. Je fais 1m65 pour 60 kilos, donc j'étais plutôt destiné à ce sport que pour le basket, tu vois. Hmm. Et avec le temps, je suis progressivement parti dans les sports de combat, avec la boxe thaï notamment, que je fais donc depuis maintenant quelques années. Et c'est ça qui m'a mené à aller à la Fédération française de MMA, qui est une fédération naissante, enfin qui était naissante, qui est récente maintenant, parce que la médicalisation des compétitions de MMA en France ont été légalisées depuis seulement quelques années. Donc si tu Hmm. veux, je suis arrivé au bon endroit au bon moment. Voilà. D'accord, super. Super. Et toi, du coup, en tant que médecin du sport au sein de la FMMAF, quel est ton rôle durant les événements, avant, pendant et après? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah voilà, en fait, on a trois temps ou trois interventions dans les combats. Le premier, donc, c'est effectivement avant le combat, où on va voir les combattants pour s'assurer qu'ils sont en mesure de combattre. Donc, on va vérifier les examens qu'on demande, voilà, électrocardiogramme, les certificats médicaux. On va aussi les examiner pour être sûr qu'ils n'ont pas une lésion au préalable qui pourrait contre-indiquer. D'ailleurs, dans les sports de combat, c'est des sports à poids. Donc, on a souvent le problème du cutting avec les déshydratations et des fois des athlètes qui font même des malaises en fait au moment où on les examine, tu vois. Donc ça, Hmm. c'est des choses, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est lorsqu'on est donc en bord de cage, où on est prêt à intervenir en cas de finish. Et puis, on a aussi un examen visuel, ça veut dire qu'on est au bord, pas juste pour faire joli, même s'il n'y a rien, mais pour regarder directement ce qui se passe au plus proche, et pour conduire de façon la plus adaptée et la plus optimisée la troisième étape de notre intervention, qui est donc le post-fight, après le combat, où là on va examiner les combattants. Donc bon, l'examen il est évident en cas de finish, mais lorsqu'il n'y a pas de finish, bah, on va quand même donc lorsque par exemple l'athlète on voit qu'il se prend plein de middle dans les côtes, bah, on va quand même mettre une main sur les côtes. Surtout que Hmm. l'athlète, le combattant, ne ressent pas forcément la douleur immédiatement après le combat du fait de l'adrénaline, tu vois. Donc D'accord. voilà, c'est un peu les trois temps qu'on a dans tout ce qui va donc entourer le combat. D'accord. Et comment tu gères d'avoir peut-être une pression des coachs ou des combattants lorsque tu dois venir du coup peut-être annuler, enfin arrêter un combat parce que tu vois que l'athlète peut plus combattre, mais on te met peut-être la pression. Comment tu gères tout ça toi pour rester focus? Bon, alors déjà, c'est simple. Déjà, moi, j'ai signé pour ça. Ça veut dire que, bon, évidemment, il y a une pression, mais on est déjà sur le plan médical, on est formé pour ça. Donc, il n'y a pas de pression sur le plan médical. Par contre, effectivement, il peut y avoir une incompréhension des décisions qu'on peut prendre. Et donc, en fait, c'est pareil, c'est sur les trois temps. Premièrement, on peut dire à un athlète, bah, en fait, tu n'es pas apte à combattre. Donc schématiquement, c'est le combattant qui a, alors pas en pro, mais plutôt en amateur, le Hmm. combattant qui a pas d'électrocardiogramme et qui va dire bah allez c'est bon, les probabilités que je fasse un arrêt cardiaque sont quand même très faibles. Oui, sauf que si tu fais un arrêt cardiaque, bah, la première question qu'on va se poser c'est est-ce que le médecin, donc qui t'a autorisé à combattre, Hmm. pourquoi est-ce qu'il t'a autorisé à combattre? Ah, il n'y avait pas d'électrocardiogramme, bah c'est la faute du médecin, tu vois, et c'est bien normal. Donc c'est une responsabilité qu'on engage. La deuxième partie, donc en bord de cage, bah, des fois, en fait, là, surtout lorsqu'il y a des caméras, il faut que ce soit évident pour le public. Le cas le plus évident, c'était bah, avec Benoît Saint-Denis, tu vois, lorsqu'on a Ouais. arrêté, où il y a eu le truc avec, on a montré les doigts et tout, et on entend Benoît Saint-Denis dire à l'écran
je ne vois pas. Donc là, c'était évident pour tout le monde qu'en fait, bah, il peut pas combattre en étant à moitié aveugle, tu vois. Ouais. Et puis le troisième temps, c'est lorsqu'on va faire j'allais dire suspendre un athlète. C'est pas le suspendre, mais un athlète qui se prend un KO, il peut pas recombattre la semaine d'après, tu vois. Il faut notre but, donc nous, notre seul intérêt, c'est la protection de la santé du combattant. Et donc, lorsqu'il va se faire bon, il va se prendre un KO, il va avoir une entorse, il va se faire une fracture, il va se faire une rupture musculaire. Bah, il y a quand même un délai de récupération, et c'est nous qui posons ce délai et qui allons dire, bah, tant que ce délai n'est pas écoulé, notamment par exemple pour un KO où on estime qu'il faut tant de temps avant de récupérer, et bah, tu ne pourras pas combattre. Voilà. Donc ça, effectivement, il faut que le combattant puisse le combattre, le comprendre, pardon, et il faut que son entourage aussi. Et là, des fois, effectivement, on a les pressions des fois des coachs, notamment en pré-fight, lorsque on va bah, dire à un athlète, bah, tu peux pas combattre, tu vois. Voilà, D'accord. mais bon, on compose avec, hein. Ok, super. En tout cas, bah, merci de nous parler de tout ça, parce que c'est vrai que nous, de loin, on voit pas trop le truc, hein, en tant que spectateur, et c'est vraiment l'envers du décor est totalement différent, enfin, peut-être pas la même façon de penser. Enfin bref. Et toi, tu vois comment l'évolution du rôle de la médecine du sport dans les années à venir, particulièrement, bah, là, vu que tu es dans la MMA, comment tu vois les choses, toi? Euh, alors bon, dans la médicalisation de la compétition en elle-même, je vois pas vraiment ce qui pourrait changer. Bien sûr, on peut optimiser, ça veut dire que bah, la dernière fois, par exemple, à l'UFC, dans l'équipe qu'on avait, il y avait un prothésiste. Ça veut dire qu'il était là et que directement, c'était un kiné, et que directement, il faisait des attelles euh, sur mesure, donc thermoformés, qu'on faisait sur place. Donc l'athlète, en fait, il sortait, il avait déjà son athlète faite lui-même. Pour lui, je veux dire, sur place, tu vois. Donc ça, c'était quand même une sacrée optimisation des soins. C'est pas la telle standard, tu vois, elle est vraiment faite pour toi, designée pour toi, de manière à ce que tu perdes 0 seconde dans la prise en charge. Donc sur le bord du terrain, après, bon voilà, comme je te dis, on peut pas aller à l'infini non plus. On a d'ailleurs dans le pro, il y a des chirurgiens qui sont là avec nous sur un certain nombre d'événements et donc qui permettent d'avoir un avis spécialisé immédiat. Par exemple, bah, je sais pas, il y a un traumatisme ophtalmologique, bah, on a un ophtalmo. Donc vis-à-vis de ça, si tu veux, on est déjà quand même assez performant. Maintenant, la question c'est, tu vois, par exemple, dans le sport notamment d'équipe, il y a des médecins d'équipe, médecins de foot, Hmm. médecins de rugby, tu vois, médecins de hand. Est-ce que les sports de combat vont se développer au point qu'il y ait, tu sais, des académies de combat où il y aurait un médecin qui serait là un petit peu pour suivre les athlètes sur la durée, optimiser leur récupération? Ça, je sais pas, tu vois, ça dépend de comment le sport se développe, à quel point il y a de l'argent, est-ce qu'il y a donc des clubs qui sont prêts à engager des médecins? Ça, c'est pas le cas encore pour l'instant, tu vois. Mais ça, dans le futur, si jamais il y a bah, des grosses sommes d'argent en jeu, c'est quelque chose qui est envisageable. Ok, super. Bon, bah, c'est quelque chose qui peut se développer. En plus, le MMA, comme tu le dis, en France, c'est récent, hein, ça, c'était encore, ça, c'est 2-3 ans que c'est Ouais, c'est ça, légalisé, ouais. donc ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire. Ok. Ben, en tout cas, merci pour les trois premières questions d'avoir répondu. On va aller du coup sur ton sujet là, parce que c'est vraiment le sujet actuel qui est très très important et qui m'a fasciné, qui me fascine moi, et qui va fasciner forcément les auditeurs et auditrices. C'est au niveau du sommeil. Donc, tu as écrit un livre intitulé La formule du sommeil. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es concentré sur le sommeil et pourquoi le sommeil est si crucial pour la performance des athlètes? Bah écoute, je me suis dirigé vers le sommeil. Alors, bon, déjà, de façon tout à fait honnête, moi, mon truc à la base, c'est la nutrition. Sauf qu'en fait, la D'accord. nutrition, c'est un domaine interminable. Donc l'objectif, moi, je sens que je suis bon dans la vulgarisation et dans le regroupement de connaissances. Donc l'idée, à la base, c'est d'écrire un livre de nutrition. Sauf qu'en fait, c'est un chantier monstrueux Hmm. et le sommeil était une première étape. Si tu veux décrire un livre scientifique sur le sommeil, c'était une étape avant vraiment de se lancer sur la nutrition. Pour me permettre aussi d'apprendre des possibles erreurs que je ferais, tu vois, dans l'écriture du livre. Et en parallèle, en fait, la nutrition, c'est quand même bien rodé, si tu veux. Bon, on entend maintenant tout et son contraire, mais si tu veux, il y a quand même des personnes qui en parlent bien. Pareil pour l'entraînement physique, qui sont donc d'autres piliers de la santé. Le troisième pilier sur la santé, c'est évidemment la gestion, le bien-être psychologique. Mais ça, il y a plein de gens qui en parlent bien. Et pour moi, le grand oublié, bah, c'était le sommeil en fait. Tout le monde Hmm. sait qu'il faut bien dormir. Si je te dis est-ce qu'il faut pas bien dormir, ah non, bah, tu vois, bah, évidemment. Mais
jusque dans quel détail est-ce que les gens sont formés? En fait, c'est très peu. Même les médecins, tu vois, bon, tout le monde sait, en fait, bon, voilà, faut pas faire d'écran bleu, il faut les lumières bleues, faut éviter les écrans Hmm, avant de dormir. Bon, en fait, on peut hmm, peut-être aller un petit peu plus loin, tu vois. Et donc, ok. c'est pour ça que j'ai fait cet effort, si tu veux, de regrouper les connaissances que j'avais et que j'ai acquises à travers notamment la lecture de livres. Moi, je me forme par la lecture, hein, tu vois, derrière, j'ai une bibliothèque. C'est pas juste pour faire joli, c'est que vraiment, bah, pour moi, c'est un pilier fondamental dans l'apprentissage. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit le livre pour regrouper en fait et synthétiser toutes les connaissances vis-à-vis du sommeil. Et je pense que si la nutrition et l'activité physique particulièrement sont bien rodées, c'est qu'il y a des choses à vendre. Alors que dans le sommeil, il y a beaucoup moins de choses à vendre. Alors c'est moins vrai maintenant, mais il y a quelques années, c'était encore vrai. Maintenant, on va te vendre des montres sur le sommeil, on va te vendre des Hmm, matelas, on va te vendre même des compléments alimentaires, tu vois. Mais ça explose ces dernières années, tu vois. Et les matelas, il y a une hmm, marque de matelas qui vend des matelas, mais il y a quelques années, c'était pas encore aussi vrai que ça, tu vois. ouais. Et donc, je pense que comme il n'y avait pas vraiment beaucoup de business, bah, ça faisait moins parler de soi. Voilà. Et puis la dernière chose, bon, pour faire une stat que tout le monde connaît, quand même, tu vois, tu passes un tiers de ton temps à dormir, un tiers de ton temps de vie à dormir. Hmm, Sauf si tu es en restriction de sommeil chronique, bon, bah ça c'est autre chose, mais quand même, tu vois. Donc c'est quand même fondamental. d'accord. Voilà. Merci pour cette réponse. Du coup, alors là, tu nous as expliqué pourquoi t'as écrit ce livre, mais toi, au niveau de ça, de toute façon, on va rentrer un peu plus en profondeur si tu le veux bien. Bien sûr. Euh, Pourquoi le sommeil est du coup crucial pour les combattants? Parce que généralement, en fait, on est souvent davantage concentré sur la nutrition et l'entraînement, mais quels sont les effets négatifs, si on a évidemment, du sommeil pour un athlète qui s'entraîne, un autre professionnel qui dort pas très bien la nuit, qui dort très peu? Bah, alors, la particularité des sports de combat, qui est absolument indubitable, c'est que les sports de combat sont des sports extrêmement exigeants physiquement. Pour deux raisons. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir un super cardio. Hmm, Tu peux rien faire si t'as pas de cardio. Donc, la condition préalable, c'est déjà d'avoir un entraînement qui te permette d'avoir un niveau de condition physique. Là où, sans diminuer d'autres sports, bon, tu vois, là où d'autres sports, en fait, l'objectif, c'est d'avoir la condition physique. Là, c'est pas l'objectif, c'est le préalable, tu vois, pour pouvoir, comme t'as pas commencé que déjà faut une bonne condition physique. La deuxième chose, c'est que, bon, moi, je fais de la boxe thaï, donc dans les hmm, sports de percussion, c'est aussi vrai évidemment dans les sports de soumission, le JJB et tout, mais ou le MMA, tu vois, mais dans les sports de percussion, tu ramasses des coups. Donc c'est traumatogène, tu vois. Tu vas te faire même bon je sais pas moi, tu vas même dans les gants de MMA, tu vois, ça c'est pas que dans les sports, même ça se retrouve dans les sports de balle. Voilà, tu vas avoir ton pouce qui va se faire une petite entorse. Tu vas recevoir un crochet, tu vas avoir mal à la mâchoire, tu vas recevoir voilà, une petite contusion, ou même juste tu vois dans l'entraînement, tu vas solidifier tes tibias, tu vas taper, et ben tu vas avoir mal au tibia, tu vas peut-être même avoir une périostite. Donc en fait c'est un sport qui est de par son exigence physique très traumatogène, tu vois, ou pas hmm. très trop, assez traumatogène. Et donc à partir de là, il faut forcément optimiser toute la récupération, tous les déterminants qui interviennent dans la récupération, parmi lesquels, évidemment, le sommeil a une place énorme, aussi bien en termes de qualité qu'en termes de quantité qu'en termes de qualité. Et ça, c'est l'autre point qui est vraiment négligé, tu vois. Et donc, alors jusqu'à maintenant, les études montraient que c'était surtout les sports d'endurance qui étaient pénalisés par une restriction chronique de sommeil, même aiguë de sommeil. Et en fait, il y a certaines études maintenant qui montrent que même dans les sports d'explosivité, on est affecté par une restriction de sommeil. Et de toute manière, dans ces sports-là, il faut avoir un temps de réaction bas. Il y a beaucoup de techniques et tous ces facteurs-là sont affectés par un manque de sommeil, tu vois. Donc en fait, Hmm. les combattants ont forcément intérêt à soigner leur hygiène de sommeil. D'accord, d'accord. Donc oui, donc en gros, par exemple, là, tu nous parles de, 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 d'avoir un temps de réaction, un bon temps de réaction. Si tu dors pas assez, forcément, ça va t'embêter là-dedans. Ok? Exactement, ouais. Dans le temps de réaction, dans l'exécution des techniques, tu vois. Et puis même, Hmm, le sommeil, il n'y a rien que ça. Dans un sport, je te parlais de la boxe time. Maintenant, on va parler du JJB. hmm, Moi, j'ai un niveau débutant vraiment en JJB. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est très psychologique comme jeu. C'est comme un jeu d'échecs. Et en plus, c'est des hmm. techniques. Il faut maîtriser des choses. Or, le sommeil
te permet de mémoriser les choses. Aussi bien, tu sais, il y a différents types de mémoire. Il y a la mémoire, je sais pas, moi, je vais retenir un truc factuel, tu vois, une donnée, et je vais avoir la mémoire procédurale. Ça veut dire apprendre un mouvement. Donc ça peut être conduire, ça peut être marcher, ça peut être une technique de JJB, tu vois. Donc tu as tout intérêt à dormir pour mieux retenir, tu vois, ce que tu D'accord. apprends. Ok. Donc ça aussi, ça aide aussi du coup à, à la mémoire de bien dormir. Bien sûr. Ok. Mais je veux dire, même, je te Euh, dis même la technique en elle-même que tu vas apprendre, tu vois. Tu sais, la hmm, première fois, on te l'enseigne. Bon, t'es comme un mongolien, t'as rien compris, tu fais n'importe quoi. Et puis au bout de X fois, peut-être que tu vas la retenir un petit peu. Et puis 2 semaines après, tu la retravailles en drill et tu sais plus la faire, tu vois. Bah, en fait, hmm. si t'as soigné ton sommeil, même si t'as fait une sieste, tout ça, ça s'améliore. Donc peut-être que tu auras significativement mieux retenu la technique à distance du moment où tu l'as apprise, tu vois. Ok. Bon, bah j'espère que vous avez bien entendu, il faut dormir. Bah ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer du coup brièvement les différentes phases de sommeil qui existent et quelles sont leurs importances pour la récupération, s'il te plaît? Ouais. Alors, schématiquement, tu as 3 phases de sommeil. Je dis schématiquement parce qu'en fait, t'as plus de phases de sommeil que ça, phase 1, phase 2, phase 3, phase 5, machin. Mais Hmm. on va les schématiser. Donc, tu as le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Et ces 3 phases de sommeil s'organisent en cycles. Et tu as, selon ton temps de sommeil et selon des caractéristiques propres, entre 3 et 5 cycles de sommeil par nuit. Et à chaque cycle, la proportion des phases de sommeil change. Et donc tu vas avoir plutôt du sommeil profond en début de nuit et plutôt du sommeil paradoxal en fin de nuit. Ça veut dire que si tu te couches trop tard, tu vas amputer dans le sommeil profond, et si tu te lèves trop tôt, tu vas amputer dans le sommeil paradoxal. Et chacune des phases offre des types de récupération différents. On entend tout le temps, ouais, les meilleures phases de sommeil, c'est entre 22 heures et 3 heures du matin, parce Hmm. que c'est le moment privilégié où tu vas avoir le sommeil profond. Mais en fait, c'est le sommeil, les meilleures heures de sommeil pour un certain type de récupération. C'est d'ailleurs le moment où tu vas avoir le pic d'hormones de croissance, la GH, qui te permet notamment une récupération sur le plan tissulaire. Mais le sommeil paradoxal, qui est le grand oublié, est celui notamment qui va permettre, je te parlais tout à l'heure de la mémoire procédurale, et ben c'est là que tu vas particulièrement retenir la mémoire, enfin, avoir une meilleure mémoire procédurale. Et lorsque Hmm. tu as suffisamment de toutes les phases de sommeil, tu vas avoir en termes de mémoire une meilleure mémorisation de tous les types de mémoire. Et pas uniquement si tu as uniquement du sommeil profond ou du sommeil paradoxal, tu vois. Et dans le sommeil paradoxal, il semblerait, alors c'est des petites études, il y a de petites méta-analyses qui sont pas tout à fait dans ce sens-là, mais il semblerait que si tu as suffisamment de sommeil paradoxal, tu optimises ta production de testostérone, tu vois, avec un pic en Ok. testo plus élevé. Donc tous les mecs qui se lèvent trop tôt, tu vois, pour faire des routines matinales, par exemple, bah, en fait, ils amputent une partie de leurs bénéfices. Tu comprends? Hmm. Voilà, donc en fait, en dormant, on dit c'est un état de repos. C'est pas tout à fait vrai, parce que c'est un état, en fait, non pas de repos, mais de récupération et d'intégration des informations que tu as reçues pendant la journée. Ok, d'accord. Et, et donc du coup là, tu conseilles plutôt alors de dormir vers quelle heure et de se réveiller vers quelle heure? Du coup, Alors, il n'y a pas une réponse standard à ça parce que, hmm, en fait, quels sont les horaires préférentiels de coucher et de lever? Ça s'appelle le chronotype. Et donc, tu as 3 types de chronotypes, encore une fois schématiquement. Le plus important, la moitié des gens sont de chronotype intermédiaire. Ça veut dire qu'ils vont avoir des horaires classiques de sommeil, grosso modo, entre 22 heures et minuit, pour un réveil entre 6 et 8, 9 heures, selon, tu vois, comment hmm, tu te situes. Et plus tu vas être tôt, plus ça va être, on va appeler ça un chronotype matinal, et plus tu vas être tard, plus ça va être un chronotype qu'on dit vespéral. Et dans le chronotype matinal, tu vas avoir 25% des gens, et dans le chronotype vespéral, 25% des gens encore. Et au sein de ces proportions, 5% à chaque fois de personnes d'hyper matin et d'hyper soir. Comment est-ce que tu fais pour savoir? En fait, c'est assez simple. Tu peux aller sur Internet et taper répondre à un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Horn et Ostberg. Horne et Ostberg, Ostberg. Tu vois. Et ça te permet avec, alors je sais plus, il y a une vingtaine de questions, quelque chose comme ça prend 5-10 minutes, tu vois, et ça te permet de savoir, ok, je me situe dans tel chronotype, donc mes horaires préférentiels de coucher et de lever se situent dans cette fenêtre-là. ok. Ok, ok, donc c'est vraiment, et ça adapté à la personne en fait que tu es, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment en fonction de qui tu es, c'est ça. Exactement, c'est pas les mêmes pour tout le monde, et d'ailleurs le chronotype est génétiquement hérité. C'est tes parents. Si t'as 2 parents du soir, ça m'étonnerait que tu sois du matin, tu vois.
Ça va être compliqué. D'accord. Ok, d'accord. Et justement, bah là, ça permet d'anticiper la prochaine question. Est-ce que la qualité du sommeil peut différer entre les différents athlètes de différentes disciplines? Je sais pas, par exemple les athlètes d'endurance, dont on a parlé tout à l'heure, les sports de combat ou le sport de force. Est-ce que ça peut différer le sommeil, la durée du sommeil, etc. Alors, à ma connaissance, c'est pas le type de sport qui influence sur le sommeil, c'est Hmm. plutôt déjà la pratique d'une activité physique, l'intensité qui va être dedans, et évidemment son moment dans la journée. Plus tu vas avoir une activité physique de longue durée et d'intensité élevée, plus ça va nécessiter une récupération importante, avec à ce moment-là notamment une phase de sommeil profonde euh, qui va prendre plus de proportions dans la nuit et parfois aussi une quantité de sommeil plus importante, tu vois. Hmm. J'entends par proportion de 24 heures. Ça veut dire que des fois tu vas avoir besoin de faire la sieste. Quand tu vas, bon en ce moment c'est un peu la mode et je l'ai fait aussi, les camps de boxe thaï en Thaïlande, tu as une intensité d'entraînement, un volume d'entraînement très important. Tu t'entraînes entre 3 et 4 heures par jour, 6 jours sur 7. Tu dors, allez moi je dormais, franchement je dormais 9 heures par nuit. Et en fait, tu es obligé de faire la sieste en plus. Tu sens ton corps te le demande, tu vois. Donc tu vas Hmm. avoir un volume de sommeil, parce que je vais compter la sieste dedans, un volume de sommeil plus important si tu as beaucoup d'activité physique avec une grande intensité. Évidemment, l'importance de l'activité physique par rapport au sommeil, c'est quand est-ce qu'elle est située. Idéalement, pour avoir un sommeil adéquat, il faudrait qu'elle soit pas trop proche du sommeil, tu vois. Euh, Ok. il faudrait essayer idéalement d'avoir au minimum 3 heures entre le moment où tu vas dormir, sans décaler volontairement un horaire de sommeil évidemment, et le moment où tu vas terminer ton activité physique. Je dis idéalement parce que si c'est pas le cas et que ton activité, tu sais, des fois, bon, tu vas faire un sport de combat, des fois ça finit à 20h30, 21h, bon, bah Ouais. vaut mieux la faire plutôt que de dire, ah bah non, je privilégie mon sommeil, je fais pas ma sport, tu vois, c'est pas ma philosophie de vie, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et c'est très bien ce que tu parles parce que moi, je remarque en tout cas que maintenant, lorsque je m'entraîne, je préfère m'entraîner le midi. Parce que quand je m'entraîne le soir, là, par exemple, tout à l'heure, je vais aller m'entraîner, ben, je sens que déjà, j'ai du mal à m'endormir, je mets plus de temps à m'endormir, parce que je termine, alors pas tard, hein, généralement les séances terminent à 20h30, 21h en fonction du sport que je fais. Mais c'est vrai que je sens que le sommeil, c'est moins facile. C'est normal, c'est normal. En fait, le sommeil, donc tout ce qui va, tout ce qui va avoir une intervention sur le sommeil, ça veut dire soit en le favorisant, soit en l'empêchant, on appelle ça un synchroniseur circadien. Le rythme circadien, c'est le rythme des 24 heures, qui est donc le cycle d'éveil puis le cycle de sommeil. Et donc tout ce qui a une influence sur le sommeil, on appelle ça un synchroniseur circadien. Et donc le sport est évidemment un synchroniseur circadien, et tu peux donc moduler son moment dans la journée pour soit avancer le sommeil, soit le reculer. Le fait d'avancer le sommeil, on appelle ça une avance de phase, et le fait de le reculer, on appelle ça un retard de phase. Donc lorsque tu vas faire ton activité trop tard, tu es gêné pour le sommeil, et ça va donc naturellement repousser ton sommeil et induire donc ce que j'ai dit, un retard de phase. Le fait de faire son sport en milieu de journée, comme tu dis, ça n'a pas d'influence sur l'heure de sommeil, puisque dans la journée, il y a une phase, on dit de dead, c'est en anglais dead circadian zone, c'est une zone circadienne morte où en fait ce que tu vas faire, le fait d'être exposé au soleil à l'obscurité, de faire du sport ou de pas en faire, ça va pas vraiment avoir d'influence sur le sommeil. Tu vois, c'est plutôt si tu vas avoir ces synchroniseurs circadiens tôt dans la journée ou tard dans la journée qui vont avoir une influence. Tu vois. Ok, d'accord. Ok, bah au moins c'est complet, ton explication c'est super. Pour les personnes qui font du sport le soir ou qui changent leur rythme, ils peuvent comprendre pourquoi. Dans moi, des fois aussi, c'est pourquoi je dors un peu moins bien. Et justement, là, du coup, dans ton livre, tu proposes des stratégies pour améliorer la qualité du sommeil. Quels sont les principaux conseils que toi, que tu donnerais à un athlète pour améliorer rapidement son sommeil parce que c'est quelqu'un qui dort mal ou qui a des troubles de sommeil? Alors, écoute, comme je t'ai dit, il y a deux déterminants principaux. En fait, on a quasiment déjà tout couvert. Le premier, c'est la quantité de sommeil. Hmm, La quantité de sommeil, on peut pas rigoler avec ça. Tu vois, si hmm, un athlète ou même n'importe qui vient et te dit, moi j'ai besoin que de 800 calories par jour, tu vas dire quoi? Tu vas dire, il déconne, tu vois, il raconte des hmm, conneries. Moi, j'ai pas besoin de faire sport. Je suis en pleine santé. Je n'ai pas besoin de faire sport. Tu vas dire, lui, il déconne. Par contre, hmm, si je viens et je te dis, moi, j'ai besoin que de 5 heures par nuit, ah, y a pas de problème, là, bizarrement, tu vois. Là, ah hmm. non, non, 8 heures par nuit, c'est surcoté, c'est n'importe quoi. Non, tu vois, non, tu peux pas négocier avec ça. Toutes les études sont absolument unanimes là-dessus.
D'ailleurs, c'est vrai aussi sur le trop plein de sommeil. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi les gens vont dormir 10 heures, 11 heures? En général, c'est parce que ils ont un sommeil de mauvaise qualité. Mais bon, bref, c'est autre chose. Donc c'est aussi Hmm. vrai lorsqu'on a trop de sommeil, d'accord? Mais donc la première chose, c'est la quantité de sommeil. La deuxième chose, c'est la qualité du sommeil. Et pour avoir la première chose pour avoir une bonne qualité de sommeil, c'est d'avoir un sommeil qui est en accord avec son chronotype. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour le Hmm. savoir, questionnaire de Hornhausberg. Et d'avoir une... donc le chronotype, pardon, le rythme circadien est influencé par évidemment ton horloge biologique qui est dans ton cerveau, qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Et il fonctionne un peu comme une horloge, comme une montre. Et ta montre, si tu la dérègles sans arrêt, bah, elle te donnera jamais l'heure correctement. Tu vois, si Hmm. t'es sans arrêt en train de la trifouiller. Bah, avec le sommeil, c'est la même chose. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est qu'il faut avoir des rythmes, des horaires de coucher et de lever qui soient les plus stables possibles. Si un jour tu te couches à 22 heures, le lendemain tu te lèves à 6 heures. Puis le jour d'après, tu vas te coucher à minuit. Puis tu vas compenser, tu vas te lever à 8 heures. Et puis Hmm. tu vas faire une soirée, tu vas te coucher à 3 heures du mat et compenser, tu vas te lever à 11 heures. Comment veux-tu que ton rythme du sommeil, que ton horloge biologique soit synchronisé? C'est pas possible. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il y a la quantité et la qualité de sommeil. C'est-à-dire que si je dors 8 heures, c'est pas Hmm. suffisant pour avoir une bonne qualité de sommeil. Si je dors de minuit à 8 heures, j'ai 8 heures de sommeil. Mais si je dors de 8 heures à 16 heures de sommeil, j'ai aussi 8 heures de sommeil. Hmm. Mais ce sera pas du tout la même qualité. Ça veut dire que j'aurai un sommeil, si je dors en journée, qui sera de moins bonne qualité, donc qui aura des proportions en sommeil profond et paradoxal beaucoup moins important qu'un bon sommeil de nuit, tu vois. Donc la première Hmm. chose pour avoir un bon sommeil de bonne qualité, c'est d'avoir une horloge biologique synchronisée par des horaires les plus réguliers possibles. Et la deuxième chose, c'est de soigner les synchroniseurs circadiens. Les synchroniseurs circadiens, c'est ce que je t'ai dit, c'est tous les déterminants qui vont avoir donc un impact, une influence sur le sommeil. La lumière, la température corporelle, la nutrition, l'activité Hmm. physique, tu vois, toutes ces choses-là. Et donc ça, évidemment, bon, après, on peut les détailler si tu veux, mais il Hmm. faut vraiment soigner ces déterminants, ces synchroniseurs circadiens pour avoir un bon sommeil. Et tu peux pas faire l'impasse sur ces choses-là si tu veux soigner ton sommeil. D'accord, c'est super ce que tu viens de me dire justement. Donc il faut avoir un rythme de sommeil, comme tu dis comme une horloge, quoi. Il faut dormir à des heures stables, se réveiller à des heures stables. Il faut éviter de faire le yo-yo, se réveiller, je sais pas, comme tu dis, dormir à 10 heures, après se réveiller à 8 heures et le lendemain dormir à minuit, se réveiller, etc. Parce que tout ça, ça dérègle les choses. Ok? Alors, en fait, c'est vraiment avoir une sorte de routine pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Et là, du coup, c'est pour toutes les personnes aussi que tu as dit. Dormir entre minuit et 8 heures, c'est pas pareil que de dormir entre 8 heures et 16 heures. Donc Ça là, n'a rien à surtout pour voir. les personnes, les personnes, toi tu dois en connaître vu que tu travailles dans le milieu hospitalier, pardon, ça va être un peu, il y en a beaucoup, là j'ai pas mal d'amis qui sont infirmiers ou infirmières. C'est vrai qu'ils ont ils ont des heures de sommeil un peu décalées par rapport à tout le monde. Ouais. Ça doit être compliqué pour eux et pour Ouais, elles. bah ouais. Alors tous les problèmes de travail de nuit, le pire c'est effectivement le fait d'avoir des alternances, tu vois. Tu vas être tantôt travailler de jour, travailler de nuit. C'est très compliqué, il n'y a pas de recette miracle, hein. Pour moi, comme je dis, hein, Hmm. la meilleure chose à faire pour sa santé, c'est de laisser d'autres gens le faire, tu vois. Essayer de trouver un... Bon, c'est une réponse facile, hein. Mais je veux dire, Ouais. les impacts pour la santé sont tellement énormes que voilà. Et le fait de dire une routine, t'as totalement raison. T'as une routine dans ton activité physique. Tu sais que Hmm. dans la semaine, tu vas faire telle séance à tel moment, tel truc. T'as une routine dans ta façon de manger. T'as ton Hmm. petit déjeuner, ton dîner, tu manges de telle et telle manière. Bah, il faut que ce soit la même chose avec le sommeil, en fait. Il faut que t'aies une Hmm. routine pour te mettre en forme le matin et pour te préparer au sommeil le soir, tu vois. Hmm. C'est si franchement, si tu optimises ça, ton corps te le rendra sur tous les plans. Tous les plans. Il n'y a pas un seul plan, un aspect de la vie qui soit épargné si tu as un bon sommeil, tu vois, qui soit épargné. Si tu as un mauvais sommeil, mais qui soit pas optimisé si tu soignes ton sommeil, tu vois. D'accord. Bah, là justement, il y a une question qui me vient en tête, c'est tout ce que par rapport au décalage horaire, parce que bah, tu vois, bah, les athlètes de haut niveau, pour des compétitions, des combats importants, il y a forcément un décalage horaire. Comment quel conseil tu donnerais du coup à ça pour à ces personnes-là qui savent, par exemple, bah, là je suis en France, je vais combattre, je sais pas, la semaine prochaine ou dans un mois à Los Angeles, il y a un décalage de 9 heures. Comment ils font? Qu'est-ce qu'il faut faire à la veille? Ou est-ce qu'il faut adapter les choses pendant? Comment toi tu ferais toi? Alors bah déjà, pareil, il y a pas de recette miracle, c'est-à-dire que tu auras forcément un jet lag.
les différentes stratégies que tu vas optimiser vont viser à diminuer la durée de ce jet lag qui existe naturellement. Mm. Et pourquoi est-ce qu'il y a un jet lag? Encore une fois, c'est parce que tu as une horloge biologique qui est synchronisée par l'environnement dans lequel tu es et par tes habitudes de vie. Donc déjà, la première stratégie, c'est d'arriver quelques jours en avance. C'est-à-dire que tu n'arrives pas la veille, tu vois, c'est dommage. Tu Mm. vas te ramasser le jet lag et tu seras moins performant, c'est sûr et certain. Ensuite, ça dépend si tu vas vers l'est ou vers l'ouest. En gros, si tu dois décaler ton... En fait, ça dépend de comment tu veux décaler ton sommeil, ton horaire de sommeil. Est-ce que tu veux retarder ton sommeil ou est-ce que tu veux le décaler vers l'avant, te coucher plus tôt? Mm. En fait, ça fait appel à ce que je t'ai dit tout à l'heure avec l'avance ou le retard de phase. Et donc, il va falloir utiliser les différents synchroniseurs circadiens, soit très tôt dans la journée pour faire une avance de phase, donc pour te coucher plus tôt, et complètement les inhiber en fin de journée. Donc par exemple, tu veux te coucher plus tôt, bah, tu vas t'exposer à la lumière du soleil très tôt, voire même utiliser des dispositifs comme de la luminothérapie, et à l'inverse, mettre des lunettes de soleil dès le milieu d'après-midi. Tu vois. Et ça va te permettre de te coucher plus tôt. Et ça va être exactement l'inverse si tu veux te coucher plus tard. Tu mets des lunettes de soleil en début de journée, et tu vas t'exposer à la lumière du jour plus tard dans la journée. Et c'est vrai avec le sport. Tu vas faire ta séance de sport hyper tôt si tu veux te coucher plus tôt et plutôt tard si tu veux te coucher plus tard. Et c'est tous ces synchroniseurs circadiens que tu vas utiliser justement à ton service pour te coucher plus tôt ou plus tard. D'accord, super intéressant tout ça. Il y a des petits hacks qui permettent de pouvoir dormir plus tôt, dormir plus tard. Ouais. Ok. Bon, là, on va parler d'un sujet aussi hein, que tu évoques, c'est les écrans, hein. Les écrans, tous notre téléphone, etc. Et ça, c'est un gros problème hein, au niveau pour s'endormir, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il y a une horaire il faut dire, ok, là, j'arrête les écrans parce que sinon je vais pas pouvoir dormir. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, toi? Alors déjà, la première chose, c'est on parle des écrans avec la lumière bleue. C'est quoi en fait la lumière bleue? En fait, pour comprendre, c'est que il y a différents spectres de lumière. La lumière telle que tu la vois, Hmm. euh, c'est évidemment pas la même si tu es en début ou en fin de journée, si tu es en milieu de journée. Parce que l'atmosphère ne permet pas à toutes les longueurs d'onde de diffuser. Et donc en fait, le soleil de milieu de journée envoie une lumière blanche ou bleue. Toi, tu la vois pas bleue, mais c'est le Hmm. spectre de lumière qui est dans le spectre des lumières bleues. Et donc en fait, quand tu vas être face à un écran qui naturellement renvoie ces lumières bleues, ça envoie un signal à ton horloge biologique de milieu de journée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand tu es face à un écran, tu as directement un stimulus de ton horloge biologique qui lui fait croire qu'on est en milieu de journée. Et quand on est en milieu de journée, bah, c'est pas le moment de dormir, tout simplement. Et la lumière est un synchroniseur circadien extrêmement puissant parce que il est direct, les yeux, donc les voies optiques, sont directement, j'entends au sens littéral, directement reliés à l'horloge biologique par les voies optiques. Tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des écrans et de la lumière bleue. C'est maintenant pour ça que tu comprends que du coup, ça peut véritablement gêner le sommeil, notamment en retardant la sécrétion de mélatonine. Donc comment est-ce qu'on fait? Évidemment, idéalement, dans le meilleur des mondes, il faudrait essayer d'instaurer un couvre-feu électronique. C'est-à-dire, au minimum 1 heure, idéalement 2 heures avant, j'arrête les écrans. Mais c'est pas toujours possible. Du coup, à partir de là, on va utiliser différentes stratégies. Premièrement, il vaut mieux avoir un écran loin de soi. C'est montrer que la télé, par exemple, a moins d'impact sur le sommeil que le téléphone portable. Parce que quand tu es devant le téléphone portable, tu es devant toi, alors que la télé, tu es plus loin. Même si l'écran est plus grand. Hmm. La deuxième chose, c'est d'utiliser des filtres à lumière bleue. Et pour ça, il y en a deux façons. Soit sur ton téléphone ou sur la tablette, tu vas utiliser un filtre à lumière bleue par une application. Par exemple, Flux sur les Android ou Twilight. Et sur l'iPhone, Twilight, je pense, ouais, sur l'iPhone, Ouais, je c'est sais plus. ça, ouais. C'est Et Twilight, c'est maintenant, sûr. les téléphones, ils ont des filtres à lumière bleue aussi. Hmm. Et tu peux utiliser la même chose sur l'ordinateur d'ailleurs. Et en plus de ça, tu peux utiliser des lunettes anti-lumière bleue qui vont faire un filtre supplémentaire et que tu peux mettre aussi devant la télé parce que la télé, il n'y a pas de filtre à lumière bleue directement. Alors il y a pareil, il y a des espèces de trucs que tu peux poser là, comme un calque que tu vas mettre, mais en fait c'est tout le Hmm. temps et c'est dommage. Et en fait il y a des gens d'ailleurs qui font une erreur avec les lunettes à lumière bleue, c'est qu'ils vont les mettre toute la journée. Alors qu'en fait, si tu as suivi ce que je t'ai dit, le fait d'avoir
d'une lumière bleue qui est projetée face à soi, ça peut être un intérêt pour avoir un bon éveil, puisque ça stimule l'éveil. Tu veux travailler la journée, être en forme sur ton ordinateur, bah c'est super la lumière bleue en fait, tu vois. Ouais. C'est pas du tout un problème. Le problème, c'est dès lors que tu arrives en fin d'après-midi où tu n'as plus naturellement ce filtre à lumière bleue. Pardon, ce spectre de lumière bleue, et où donc là, tu devrais avoir mettre des filtres. D'accord. Comme, bah, de toute façon, sur l'iPhone, la lumière devient jaune. J'ai mis à partir d'une certaine heure jusqu'à mon réveil, la lumière devient jaune et du coup, je vois la différence, hein. Exactement. En fait, elle devient jaune parce que c'est pour mimer les types de lumière qui sont moins impactantes sur l'horloge biologique. Et les lumières qui sont moins impactantes, c'est forcément celles avec lesquelles on est censé composer, à savoir le soleil. Et le soleil, plus on se rapproche du coucher du soleil, plus ça devient une lumière jaune, orange, rouge. Ok, Voilà, c'est normal. ok, super intéressant. Tu parlais aussi tout à l'heure, hein, je reviens, tu parlais aussi de l'environnement du sommeil. J'aimerais bien qu'on en parle ensemble si tu le veux bien. Est-ce que tu as des astuces pour créer un environnement optimal pour pouvoir dormir le soir? Alors, la première chose déjà, bon, la chambre à coucher, moi dans mon livre j'appelle ça, je sais plus, le temple ou le sanctuaire du sommeil. C'est évidemment une pièce capitale, donc faut la traiter comme telle. La première chose déjà, c'est que on dort dans sa chambre, on dort pas sur le canapé dans le salon. La deuxième chose, c'est que à moins d'être dans un studio ou vraiment dans un petit appartement, ce qui est possible, et à ce moment-là, bah, on peut pas faire des miracles, tu vois. Mais il faudrait que la chambre à coucher ne serve qu'à dormir. Ou au rapport sexuel, évidemment, hein, on va pas non plus être extrémiste. Mais ça veut dire que c'est pas l'endroit où tu vas te disputer avec ta copine, c'est pas Hmm, l'endroit où tu vas traîner sur ton téléphone, c'est pas l'endroit où tu vas installer ton bureau pour travailler, c'est pas l'endroit où tu vas scroller avant d'aller dormir, tu vois. Voilà. d'accord. Pourquoi? Parce que le cerveau fait des associations entre ce que tu fais et l'endroit où tu le fais. La cuisine, ça sert à manger. Ou à préparer à manger. Ça sert pas à dormir, tu vois. Ouais. Et donc en fait, il faut respecter ça. L'autre chose, c'est d'avoir une chambre un peu minimaliste du coup. C'est-à-dire, c'est pas le bordel dans ta chambre. Range ta chambre, laisse pas traîner des choses. Ensuite, puisque tu y dors, c'est pas directement connecté au sommeil, mais quand même vis-à-vis du point de vue de la santé, essaye d'avoir une qualité d'air intéressante dans ta chambre. Donc aère. Je dis ça parce que moi, une des activités de médecine générale, c'est que je fais SOS médecin, donc je me déplace chez les gens. Et là, tu Hmm, sais, dans la santé, on commence à dire ouais, faut pas fumer, faut pas manger n'importe hmm. quoi. Non, conseil numéro un, aère. Le nombre de fois où je vais chez les gens qui fument et qui n'aèrent pas et tu rentres, c'est un aquarium chez eux. Ah Je, oui, d'accord. même dans des choses, je veux dire, pour des causes qui sont pas d'ordre infectieuse, je mets le masque parce que c'est tout simplement irrespirable. Aérez chez vous. Tu vois, ça paraît être du bon sens pour plein de dire ça, mais pour plein de gens, ça allait pas. Tu vois. Hmm, Donc chambre minimaliste, avec si possible aussi avec des tons reposants dans les couleurs qu'on utilise. Tu vois, du bleu foncé. Tu vas pas mettre un hmm. orange flash pour dormir. D'accord. Voilà. Franchement, ça me paraît déjà être pas mal. Ok. Et au niveau de la température, ça c'est quelque chose aussi que tu préconises? Est-ce qu'il faut faire trop chaud, trop froid? J'en ai pas parlé effectivement, mais c'est évidemment Ouais. important. C'est d'avoir une température idéale, aller entre 15 et 20 degrés. Les gens ils font la moyenne à 18 degrés, c'est une température Hmm, qu'on entend, mais pour certaines ça peut être déjà trop chaud et pour d'autres déjà trop froid. Donc en fait entre ok. 15 et 20. Mais essayez de pas dépasser 20 et de pas être sous 15 degrés. Ouais, bah c'est pour ça qu'en fait l'été on dort mal parce qu'il fait trop chaud. Et bah parce que la température est un autre synchroniseur circadien où la haute température stimule l'éveil et les basses températures favorisent le sommeil. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'activité physique trop proche du sommeil empêche trop proche du moment où tu vas dormir empêche le sommeil parce que ça Hmm. augmente la température corporelle. Ok, donc là il faut faire quoi? Il faut faire une douche froide, un bain d'eau froid directement? Non, faut pas faire une douche froide parce que la douche froide, quand tu fais une douche froide, tu vois, ça stimule le système nerveux sympathique, le système de l'éveil, du stress en fait. Quand tu te prends une D'accord. douche froide dans la gueule, c'est tu vois. Donc moi j'ai tendance à la mettre plutôt le matin, assez courte, mais plutôt le matin. Et en fait, idéalement, par rapport à la douche, il faudrait avoir une douche chaude euh, dans l'heure, au maximum 1 heure avant de dormir. Sinon, une douche tiède. Pourquoi? Parce que quand tu parles
de température corporelle, ça introduit le phénomène d'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? C'est ton corps, il essaye d'être tout le temps pareil. Donc en fait, il va s'opposer aux différentes contraintes que tu vas vouloir lui exercer. Donc quand tu vas faire une activité physique, d'ailleurs, qui va monter beaucoup l'activité corporelle, la température corporelle, ton corps, il aime pas forcément ça. Lui, il va augmenter la température corporelle et il va avoir des phénomènes de sudation et compagnie pour lutter contre ça. La sudation, c'est juste un mécanisme efficace pour lutter contre l'augmentation de la température corporelle. Et en fait, lorsque tu vas exercer une contrainte importante sur ton corps, et ben notamment avec, donc on appelle ça la thermorégulation, tu vas d'autant plus diminuer la température corporelle par la suite. Je sais pas si tu connais dans nutrition le principe d'hypoglycémie réactionnelle. Si tu fais une hyperglycémie hyper importante, lorsque tu as une insuline qui fonctionne bien, quelques heures plus tard, ton corps va corriger l'hyperglycémie et d'autant plus la corriger que tu vas possiblement avoir une hypoglycémie. Et ben c'est la même chose avec la température corporelle. Si tu fais une activité physique hyper importante qui va significativement augmenter la température corporelle 3 à 4 heures avant de dormir, et ben en fait, tu vas pouvoir tirer profit de ce mécanisme en ayant une température corporelle quelques heures plus tard, plus basse que avant que tu fasses l'activité physique, et ça va être au service de ton sommeil. Tu vois, c'est une des stratégies qu'on peut utiliser pour avoir un bon sommeil. Ok, super. Bon, bah super, là, je donne pas mal de stratégies, j'espère que ça va pouvoir aider tous nos auditeurs et auditrices. Euh, T'en as parlé tout à l'heure, Je mais vais un peu bon. vite, hein, désolé, mais Non, on mais va c'est pas essayer de grave. couvrir plein de choses. Oui, bien sûr, mais de toute façon, et voilà, le but c'est que tout le monde essaie de comprendre, etc., le plus facilement possible. T'en as parlé tout à l'heure parce que t'as parlé de boxe thaï, du coup, en Thaïlande. Toi, qu'est-ce que tu penses de la sieste et comment doit-elle être prise? Alors, la sieste. Alors, tout ce que. Oui, je vais mettre une nuance dans ce que je dis. Tout ce que Hmm, je dis, c'est dans le cadre physiologique, pas dans le cadre pathologique. D'accord? Ça, c'est quelque chose que d'accord. plein de gens ne comprennent pas, y compris dans plein de coachs, tu vois, qui comprennent pas. C'est qu'en fait, tu ne raisonnes pas de la même manière quand tu es dans un domaine physiologique et quand tu es dans un domaine pathologique. Si on compare la bonne santé à un engrenage, tu vois, genre avec comme dans une montre, tu vois, où tu as plein de petites mécanismes qui s'emboîtent les uns avec les autres, bah pour schématiser, on va dire bah tu veux mettre un petit peu d'huile pour que tout coulisse bien les uns avec les autres. Par contre, si tu as un mécanisme qui est complètement abîmé, bah en fait, on va pas dire bah continue de mettre de l'huile, c'est pas la même stratégie, c'est pas tu raisonnes pas de la même manière, d'accord? Donc tout ce que je dis et ça va inclure la sieste, c'est quand t'as pas de problème de sommeil en l'occurrence, tu vois. Quand tu as des problèmes de D'accord. sommeil, on peut utiliser d'autres mécanismes, d'autres stratégies et d'ailleurs qui sont des fois contre-intuitifs. C'est pour ça que je dis ça. Mais vis-à-vis de la sieste, euh, j'utilise très peu ce terme, mais franchement, la sieste, c'est vraiment un hack pour la santé. Pourquoi c'est un hack pour la santé? Parce qu'en très peu de temps, tu peux véritablement déjà contrebalancer des effets de restriction chronique de sommeil, ou minimiser, pas contrebalancer, on va pas délirer non plus, mais Hmm, minimiser la restriction chronique de sommeil. C'est-à-dire que si tu dors moins une nuit parce que tu n'as pas bien réussi à dormir ou parce que bah, la vie est faite que des fois tu peux pas dormir autant que tu veux, bah, tu peux faire une sieste et donc contrebalancer dans une certaine proportion les effets néfastes de la restriction de sommeil. Et ensuite, la sieste te permet, par exemple vis-à-vis du sport, et bah, d'avoir plein de bénéfices en termes de récupération et en termes de préparation. Et donc, pour bien faire une sieste, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est bah, quand est-ce que tu l'as fait. Donc, en fait, il ne faut pas qu'elle soit trop tard dans l'après-midi pour ne pas, entre guillemets, grignoter sur le sommeil à venir. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle soit dans la position la plus déclive possible, donc si possible en position allongée. Quand on n'est pas chez soi, bah, la position qui est la plus proche de celle allongée et dans l'obscurité si possible, tu vois. Voilà, et donc c'est d'ailleurs là que tu peux et dans le silence en fait, tout ce qui va te permettre d'avoir un bon sommeil. Il faudrait qu'elle soit pas trop longue, donc éviter de dépasser 30 minutes. d'accord. Euh, Sinon en fait, tu as plusieurs problèmes à ça. Ça a été montré que et je parle pas dans le cadre d'athlètes qui vont avoir une activité physique très intense, mais en fait la sieste de longue durée est néfaste pour la santé à long terme, exactement comme un sommeil trop important. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens qui vont dormir tous les jours, 1 à 2 heures, c'est pour essayer de compenser une restriction de sommeil, tu vois. Et donc, il faut mieux privilégier le sommeil de nuit au sommeil, à la sieste, pardon. C'est pour ça que je te disais que lorsqu'on est, par exemple, en restriction de sommeil, bah, il vaut mieux
ne pas faire de sieste pour privilégier le sommeil de nuit. Donc tu réfléchis pas pareil. Mais quand t'as pas de problème de santé, la sieste est un atout santé très important. D'accord? Voilà. D'accord, super, super. Parce que moi, rapidement pour dire, alors l'assiette, moi j'adore. C'est bizarre, quand j'étais petit, je détestais, mais en grandissant, etc., en travaillant et tout, j'ai commencé à adorer la sieste. Et du coup, je fais généralement une sieste entre 20 et 30 minutes par jour. Toujours régulier en fait, c'est généralement après manger quand je termine vers 13h, 13h30. Voilà. Et je dors aussi par nuit à peu près 8 heures. Alors ça aussi, il y en a ils disent 7 heures, 8 heures plus, je sais pas, mais en tout cas je sais que si je dors moins de 8 heures, je sens directement je sens la différence. Mais quand je dors 8 heures, je suis très très bien. Bah ça c'est pareil en fait, tu vois, c'est la durée de sommeil, il y a des gens qui auront besoin d'un peu moins de 8 heures. Ce qui Hmm. est sûr, c'est qu'ils n'auront pas besoin d'un peu moins de 7 heures. Les gens qui te disent, tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les études qui te montrent 6 heures de sommeil, c'est trop peu, tu t'exposes à toutes les pathologies en rapport avec le manque de sommeil. Hmm. Maintenant, si tu dors 7 heures et que ça te suffit, que tu sens pas ce manque de sommeil, enfin que t'as pas fatigué en journée, que Hmm. t'as pas de manque de concentration, que tu continues de progresser à l'effort, bon bah très bien. Le seul risque, seul problème, c'est de pas essayer de tester sa limite inférieure. Il faut essayer de respecter son sommeil dans un contexte naturel. Tu vas pas essayer de dire, vas-y, je vais essayer d'amputer. Non. Quel est le sommeil dont tu as besoin quand tu es dans des bonnes conditions? Est-ce que c'est 8 heures? Est-ce que c'est 7 heures? Est-ce que c'est 8h30? Est-ce que c'est 9 heures? Tu vois? Moi, je Hmm. sais que j'ai besoin de 8h30 de sommeil. En dessous de ça, je sais que je suis moins bon en tout, en fait. Voilà. Et par D'accord. rapport à la sieste, moi non plus, c'était pas naturel la sieste. Je la fais pas toujours. Je suis pas un extrémiste de la sieste. En fait, je la fais quand j'en ressens le besoin. Et bon, j'essaye d'être. Tu sais, on est dans un monde déconnecté aujourd'hui. Tu es toujours la tête vissée sur ton téléphone, sur ta montre connectée qui va parler à ta place. Essaye de ressentir les choses. Des fois, tu sais, tu dors super bien. J'ai pas besoin de faire la sieste. J'ai suffisamment dormi. Je sais que je me sens au top et j'ai pas besoin de faire la sieste. Et des fois, je sens un petit infléchissement. J'ai besoin quand même effectivement de faire la sieste. Bah là, je vais la faire. Et quand on n'a pas l'habitude de faire la sieste, la première question, c'est est-ce que je vais réussir à la faire? C'est exactement la question que se pose tout insomniaque. Est-ce que je vais réussir à dormir? Et la chose la plus importante dans ce contexte, c'est se déconnecter de l'objectif de réussir à dormir. En fait, il faut essayer de se dire, euh, je passe un moment pour moi. Réussir à dormir, c'est secondaire. Et en fait, plus je me déconnecte du fait de réussir à dormir, plus je vais réussir à dormir. Faut considérer le sommeil comme une bête sauvage. Plus tu la traques, plus tu essayes de la pourchasser, plus elle va t'échapper. D'accord. Voilà. Ok, super. Oh ouais, c'est marrant ce que tu dis. Ouais. J'essaie d'être. Ouais, c'est que c'est du Et lâcher prise en fait. C'est ça. exactement. Et c'est pour ça que je te disais, les gens qui sont insomniaques et qui ont particulièrement ce qu'on appelle de l'anxiété de sommeil, la première chose qu'on leur dit, c'est arrête l'hygiène de sommeil. C'est pour ça que je te dis que ça peut être contre-intuitif. Hmm. Les mecs, ils ont la tête dans le guidon. Docteur, je fais tout bien. C'est des, tu sais, des nutri-nazis. Sauf que c'est Hmm. des sommeils nazis du sommeil Hmm. et ils dorment pas bien. Bah oui, tu dors pas bien parce que tu as la tête dans le guidon. La première chose, c'est voilà, détends-toi, prends de la distance. Prends de la distance avec le sommeil et ça lui permettra de revenir. Tu vois, c'est cette image D'accord. voilà, de bête pourchassée qu'il faut laisser revenir à soi, naturellement. Ok, good. Bah ça me fait un peu le parallèle du coup avec la préparation mentale. Donc en gros, bah, ça peut être est-ce que les techniques de respiration, la mindfulness, pour toi, c'est des choses qui peuvent marcher? Absolument. Notamment la cohérence cardiaque. Bon, toujours avec la méditation de pleine conscience, donc Hmm. mindfulness. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on peut faire immédiatement avant de dormir, donc toujours en pleine conscience, que ce soit pour le sommeil de nuit ou pour la sieste, pour s'endormir plus rapidement. Et d'une manière générale, le fait d'avoir de la méditation, c'est une aide énorme pour la détente, même si dans le stricto sensu, dans la méditation de pleine conscience, c'est pas de la sophrologie. L'objectif n'est pas le mieux-être, mais le mieux-être est entre guillemets un dommage collatéral, tu vois. Ça te permet de lâcher prise et le lâcher de prise, secondairement, te permet de te sentir mieux. Mais oui, c'est une aide évidente, hein. Ok, super. Merci en tout cas. Ça, c'est bon, en tout cas ce que je préconise à certains des athlètes qui me suivent et que j'accompagne, c'est que la cohérence cardiaque, ça peut être vraiment pas mal, en tout cas euh, pour aider à s'endormir, etc. Ok. Et du coup, toi, t'as dit que tu dormais 8 heures, 8h30 par jour, c'est ça? Entre 8 et 9 heures, grosso modo, Ok, ouais, quand parfait. vraiment... je dors jamais moins de 8 heures. Ok. Naturellement, j'entends. Parce que moi, du coup, comme je t'ai dit, je dors 8 heures et je fais une sieste alors de 20 à 30 minutes par jour, donc ça, va, je suis pas un narcoleptique, quoi. Ça me.
Ah non, 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 Ça non, me non, rassure. non, non, c'est parfait. C'est Ok, parfait. bah. On va maintenant parler, si tu veux bien, de l'alimentation, parce que tu as parlé, toi, à la base, tu étais plutôt dans la nutrition, tu voulais créer un livre dessus. Est-ce que tu peux me parler, s'il te plaît, nous parler, s'il te plaît, de l'impact de l'alimentation sur le sommeil et la qualité du sommeil? Bah, l'alimentation est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, effectivement un synchroniseur circadien, donc elle va avoir forcément un impact sur le sommeil. Alors, la nutrition, beaucoup plus que sur le sommeil, il faut au bout d'un moment prendre position sur un sujet. Je te parle, est-ce que les produits laitiers c'est bien, est-ce que le gluten c'est Hmm. bien. Il y a un moment, en fait, il y a du pour, il y a du contre, et à un moment, il faut se prendre position. Et ben, vis-à-vis du sommeil, c'est un peu la même chose. Donc, je te dis ça pour mettre des réserves dans ce que je vais dire, tu vois, des Hmm. nuances, pas des nuances, des réserves, voilà. Euh, pour le coup, vis-à-vis de la nutrition, je suis beaucoup plus modéré que sur, par exemple, la quantité de sommeil. La quantité de sommeil, pour moi, c'est indiscutable. Le chronotype, c'est indiscutable. Tu peux pas, voilà, pour le coup, je suis beaucoup plus extrémiste que sur la nutrition. Ouais. Nutrition, j'aurais plutôt tendance à adopter une méthode essai-erreur, tu vois. T'essayes et tu vois. C'est pas toujours évident parce qu'il y a forcément des facteurs confondants, des facteurs de confusion. Est-ce que, surtout si tu essayes d'optimiser plusieurs choses à la fois, qu'est-ce qui vraiment fait effet ou pas? Bon, un truc qui est absolument évident vis-à-vis du sommeil et de la nutrition, c'est comme pour le sport, quand est-ce que tu vas manger? Si tu manges trop proche du moment où tu vas vouloir dormir, ça va gêner ton sommeil. Ça, c'est sûr et certain. Plus que qu'est-ce que tu manges. C'est plus important quand tu manges que Hmm. qu'est-ce que tu manges. Ensuite, dans qu'est-ce que tu manges, eh ben, pour comprendre, donc, je t'ai parlé tout à l'heure de la mélatonine. En fait, tu as des hormones dans ton corps ou des neurotransmetteurs, mais là en l'occurrence on parle d'hormones, qui influencent l'éveil ou qui influencent le sommeil. Donc ce qui influence le sommeil, c'est la mélatonine. Avant ça, c'est la sérotonine, en fin d'après-midi, qui est d'ailleurs le précurseur de la mélatonine, et qui eux ont donc quand tu commences à parler en micronutrition, on parle de précurseurs. Donc des précurseurs, des cofacteurs, voilà, des molécules qui vont te permettre de synthétiser correctement ces hormones. Et donc ça c'est vrai donc pour le soir et c'est vrai aussi pour le matin avec notamment la dopamine qui te permet de sortir du lit. C'est la dopamine qui te permet de sortir du lit et dans les dépressions d'ailleurs très sévères, l'un des signes qu'on recherche c'est est-ce que les gens restent dans leur lit. Tu vois, est-ce qu'ils sont clinophiles? Il y a des gens dans des dépressions sévères qui ne sortent plus de leur lit parce qu'ils ont un manque, non pas en sérotonine, mais en dopamine. Et donc, ces différents précurseurs, ces différentes hormones ont des précurseurs qu'il faudrait essayer idéalement d'apporter au bon moment. Et donc, le matin, en fait, tu vas vouloir apporter de la tyrosine pour être en forme. Et la tyrosine se retrouve dans les protéines, notamment animales. Donc, tu vas plutôt vouloir apporter des protéines le matin en début de journée et plutôt éviter le soir. Alors, ça devient un peu compliqué parce que tu as donc le soir. Attends, je vais parler du soir et après je vais te parler pourquoi les protéines le soir ça peut Oui, poser allez. un certain nombre de problèmes. Le soir, on va vouloir donc optimiser en fin de journée la sécrétion de sérotonine et le soir la sécrétion de mélatonine. Et pour ça, on va plutôt placer les glucides. Les glucides à index glycémique, évidemment, ou à charge glycémique pour être plus précis, basse à moyenne, jamais élevée, ne serait-ce que pour la santé. Euh, il faut apporter des oméga 3, il faut apporter de la vitamine D, il faut apporter des fibres. Tout ça, c'est des choses qui ont montré un intérêt lorsque tu les prends le soir. Alors, pardon, j'ai parlé de la vitamine D. La vitamine D, ça améliore le sommeil, mais il faut éviter de la prendre le soir parce qu'elle peut potentiellement dérégler ton horloge biologique. Donc, je voulais pas parler de la vitamine D pour le soir, mais tout ce que je t'ai dit avant, c'est plutôt le soir. Et éviter donc les protéines, notamment animales, le soir, parce que donc tu vas vouloir apporter du tryptophane. Je n'ai pas parlé spécifiquement de ce qui apporte le tryptophane parce qu'il est omniprésent dans l'alimentation. Par contre, excuse-moi, j'ai fait tomber mon stylo. Par contre, le tryptophane peut être, donc pour qu'il soit correctement précurseur de la sérotonine, puis donc de la mélatonine, il faut qu'il passe la barrière hémato-encéphalique dans le cerveau. Or, il est très facilement dévié de son trajet, notamment sur le plan musculaire. Et qu'est-ce qu'il dévie? C'est un certain nombre de choses, telles que les protéines animales. Tu vois, les acides aminés que tu vas trouver dans l'animal, dans les protéines animales, telles que les BCA. Les sportifs qui prennent des BCA en fin de journée. Alors, apparemment, il y aurait des études qui montreraient que les BCA peuvent, en prise en fin de journée, peuvent gêner le sommeil. Je ne suis pas allé regarder les études, mais dans la réédition de mon livre qui sortira bientôt, je fais une bibliographie sérieuse et donc je fais une étude, je vais tout re-regarder. Mais il semblerait que voilà, il faille éviter
plutôt les protéines animales le soir. Alors le poisson, notamment les poissons gras, sont moins riches en tyrosine, donc posent moins de problèmes que les protéines de viande, des Hmm. œufs, des choses comme ça. Encore une fois, comme je t'ai dit, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, euh, je mange moi des protéines animales le soir et ça me pose pas de problème pour dormir. Voilà. Ok. Mais parce que je soigne le reste. J'ai une hygiène de sommeil correcte. Hmm. J'ai déterminé que les protéines animales le soir ne posent pas de problème, ne me posent pas de problème pour dormir, et j'en ai besoin pour ma récupération avec l'activité physique que je place notamment en fin de journée, notamment avec les cours de sport de combat, tu vois. Voilà. Je veux dire, D'accord. si tu pars stricto sensu du sommeil, voilà, il va y avoir ça. Maintenant, il y a d'autres choses qui interviennent. Il faut considérer ça comme un tout, tu vois. Il faut aussi récupérer de son activité physique. D'accord. Et parce que ça, alors du coup, toi, tu conseillerais de manger un peu moins le soir, du coup, pour peut-être pour mieux dormir, même si tu t'entraînes le soir ou pas du tout, au final. Alors, pas forcément. Encore une fois, c'est une question de timing. Si tu manges 3 heures avant de dormir, bon, bah, t'as quand même 3 heures de digestion, c'est pas mal. Hmm. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait éviter, à ce moment-là du soir, les aliments qui ont tendance à fermenter, apporter des aliments fermentés pour dormir. Parce que ça demande une digestion plus importante. Euh, voilà. Et puis l'autre chose aussi, j'en profite pour placer la question des boissons. Il y a des gens qui ont, et c'est mon cas, tu vois, qui ont une vessie sensible et qui vont donc se réveiller la nuit pour aller Ouais. aux toilettes. Donc il faut faire attention. Les fameuses tisanes pour dormir, bah, en fait, l'effet sera largement contrebalancé si tu te réveilles pour aller aux toilettes la nuit, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est vrai faut éviter de boire beaucoup parce que j'avoue qu'après tu peux te réveiller pour aller pisser la nuit, quoi. Ça, c'est embêtant. C'est Exactement. vrai que. En fait, de façon générale, tu vois, on peut rentrer dans le détail, on peut rentrer dans la théorie. Après, il faut essayer. Ce que je dis, il faut avoir du bon sens en général. Là, je t'ai Hmm. apporté pas mal de choses d'ordre empirique, théorique, des Hmm. connaissances brutes. Et après, tu composes la réalité des choses. Tu vas pas ne pas prendre tes protéines animales le soir si tu as fait une séance hyper intense et que tu veux récupérer. Hmm. Tu vois. Voilà. C'est du bon Ok. sens. Ok. Parfait. Merci en tout cas, Morgane, pour ça. Euh, Du coup, là, on va parler un peu du sommeil pour les athlètes, là, juste la veille d'un combat, peu importe, enfin, un match important, etc. Le stress, des fois, inhibe le sommeil, c'est-à-dire qu'on a du mal à dormir la nuit. Moi, je t'avoue que pendant un moment, j'avais du mal à dormir la nuit. Et justement, bah, je dormais très peu et c'était une galère. Je dormais en fait, au final, j'étais là, j'étais en train de ressasser, etc. Euh, Est-ce que toi, du coup, là-dessus, est-ce que tu as des stratégies? Alors, on a parlé tout à l'heure de lâcher prise, méditation, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourrait mettre en place, peut-être pour aider nos auditeurs et auditrices, pour mieux dormir la nuit, parce qu'on est stressé ou on Alors, dort moins? l'insomnie pour cause d'anxiété, c'est la première cause d'insomnie, largement devant toutes les autres. Euh, la première chose à accepter, c'est que c'est peut-être l'une des plus dures à régler. Parce que si je te dis tu dors mal parce que t'as à cause des écrans bleus, en fait le traitement c'est arrêter les écrans bleus. Voilà, ça a Hmm. réglé le problème. Maintenant, tu ressasses la nuit parce que t'as un problème, parce que ça se passe mal au travail, parce que t'as tendance à cogiter beaucoup. Pour beaucoup en fait qui n'ont pas appris à gérer leurs émotions, à gérer le flux de leurs pensées, le moment où ils vont dormir, c'est le moment où ils n'ont rien fait d'autre à faire que de laisser libre cours à leurs pensées. Bah, en fait, c'est long. Parce que ça demande, la première chose, donc c'est déjà l'art de l'acceptation, mais encore rien que ça, accepter, c'est long. C'est d'accepter de dire ça va prendre du temps. Donc déjà euh, de se déconnecter, de prendre de la distance avec la résolution immédiate des problèmes. Moi, à titre personnel, j'ai été insomniaque pendant 3 ans. J'ai même fait de l'anxiété de sommeil. C'est-à-dire que j'avais une routine de sommeil parfaite et je dormais pas bien. Et pourquoi je dormais pas bien? Et bah parce que j'étais anxieux vis-à-vis du sommeil. Alors que je suis pas quelqu'un d'anxieux. Hein. Non, moi je suis l'opposé du mec anxieux. J'ai vraiment, c'est exactement l'inverse. Hein. Je ne stresse jamais. Avant mon combat, je stressais pas. Avant mes examens, je stresse pas. Pff, voilà. Et pourtant, vis-à-vis du sommeil, en fait, je me posais la question pourquoi je dors pas? Parce que ça t'envahit. Je suis fatigué. Tu peux pas choisir de l'ignorer.
je suis crevé, pourquoi je dors pas, pourtant je fais tout bien. Et le moment de dormir, tu te dis, prophétie autoréalisatrice. Je sais que je vais mal dormir, demain je vais me réveiller, rebelote, machin. Donc en fait, ça prend du temps. Et là, tu peux pas te placer de choses comme la méditation. Mais la méditation, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas, tu commences à faire une séance de méditation, ça y est, t'as réussi à faire le vide dans ta tête. D'ailleurs, la méditation, c'est pas forcément faire le vide dans sa tête. C'est plutôt s'observer soi-même, accepter ce qui arrive et être en pleine conscience de ce qui nous arrive et d'ailleurs en pleine conscience du propre flux de ses pensées qui passent dans son cerveau, à regarder, tu sais, l'image comme un nuage qui passe. C'est d'ailleurs l'une des étapes, d'une des choses les plus dures en méditation, je trouve, de pas se faire happer dans ses pensées. Euh, et ça prend du temps. Et ensuite, l'autre chose, bah, les gens qui vraiment n'arrivent pas à s'en sortir, bah là, il faut consulter un thérapeute parce qu'il y a des gens qui peuvent. En fait, en général, on dit que voir un thérapeute, un psychologue et tout, c'est pour les ou pour les fous ou pour les faibles. C'est pas vrai. Si t'as une douleur physique insupportable, c'est pas être un faible que de prendre un antalgique. Et ben avec la psychologie, c'est pareil. Dis-moi pourquoi est-ce que tu irais pas chez un thérapeute qui pourrait en 3-4 séances te résoudre ton problème, là où ça fait des mois que tu galères tout seul à t'en sortir. Moi, c'est ce que je dis, tu vois. Bon, finalement, j'en ai pas eu besoin. Moi, j'ai réussi à m'en sortir tout seul. Mais ça m'a pris 3 ans. Je l'ai fait tout seul parce que je voulais m'en sortir tout seul. Parce que j'avais l'idée d'écrire un livre. Mm. Tu vois. Donc, je pouvais pas juste dire, ah bah vas-y, c'est un thérapeute qui m'a sorti. Non. Et je n'ai pas pu faire autrement que de prendre du temps, prendre du recul, accepter les choses. C'est un travail sur soi et c'est long. C'est long. Il y a pas de, j'ai pas de recette miracle à t'apporter. Après, on peut parler de l'aide moléculaire. Les compléments alimentaires. Mm. On peut parler. Moi, je déteste les molécules pour dormir, genre les benzodiazépines, les zolpidem, les Z-drugs. Mais dans certains patients, c'est un pansement. Tu le mets le moins longtemps possible, à la plus petite dose possible. Mais il y a des gens, ça leur permet de lâcher prise pour se concentrer sur autre chose et pour pouvoir de pallier, si tu veux, de leur permettre justement de rebondir et de pouvoir, voilà, enfin commencer la méditation, commencer les trucs là où ils étaient complètement paralysés, tu vois, avant. Mais voilà, lorsque vraiment tu n'y arrives pas, bah, l'aide moléculaire, en commençant idéalement par les compléments alimentaires et en complétant éventuellement au cas par cas par des médicaments si besoin. Même si encore une fois, bon, dans mon livre, je dresse le portrait noir que méritent les médicaments pour dormir. Mm. Je parle bien des médicaments et moins les compléments alimentaires, encore qu'il y en a plein bon, qui ont le vent en poupe et qui sont d'utilité modeste, on va dire. Mais bon, pourquoi pas, tu vois, il faut savoir mettre toutes les armes de son côté lorsqu'il y en a vraiment besoin. Ok, donc, du coup, les somnifères, toi, c'est des choses que en tant que médecin, tu préconiserais, pas du tout, à bannir. Bah, encore une fois, c'est au cas par cas, tu vois. Mm. Euh, et puis tout dépend de pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que tu peux pas. Dans la médecine, tu as tous les types de. Regarde, les somnifères, ils ont par exemple une fonction myorelaxante. Ils détendent les muscles. Les Mm. mecs qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont un énorme lumbago, bah pendant quelques jours, tu vas leur mettre un médicament pour dormir. Enfin, pour dormir. En jouant sur l'action, à la fois sur l'action myorelaxante pour qu'ils détendent le muscle, en adjonction du chaud, de leur dire voilà de toutes les choses que tu peux faire pour lutter contre la contracture musculaire, mais tu vas jouer aussi, il y a des mecs, je te jure, tu les vois, les mecs ils hurlent de douleur, tu peux pas dire, alors que tu as cette arme à disposition, dire bah non je refuse, tu vois. Non, les mecs ils en ont besoin, pendant 3 jours ça va pas les tuer. Et en plus ça va leur permettre peut-être de dormir, de potentiellement, partiellement récupérer, plutôt que les mecs qui passent une nuit blanche parce qu'ils souffrent, tu vois. Les mecs, comme je t'ai dit, qui ont des chocs traumatologiques, pas traumatologiques, des chocs émotionnels, bah on a ça, tu peux leur mettre. Mm. Par contre, moi, la réalité que j'ai, c'est pas le fait de commencer un médicament, c'est de l'arrêter. C'est plutôt le mec de 60 ans qui dit bah docteur, ça fait 20 ans que j'en prends, et puis vous m'emmerdez à me dire que la dose recommandée c'est 28 jours maximum, ou 3 mois, c'est les recommandations de bonne pratique de pas faire ça. Les mecs sont des drogués, tu as beau leur dire de toutes les manières possibles et imaginables, c'est une lutte pour arrêter avec eux, tu vois. Et c'est plutôt cette situation que j'ai, plutôt que celle de démarrer. Et en Ok, général, d'accord. quand je démarre ce genre de médicament, je ne suis pas avare sur l'énonciation des effets secondaires, ce qui a plutôt tendance à soit faire refuser le médicament aux patients, Mm. soit leur faire adopter la bonne attitude, ça veut dire la dose minimale efficace. Ok. Euh,
Est-ce que toi, tu vois des différences ou pas dans la gestion de sommeil entre un athlète professionnel et amateur? Ça dépend. Ça dépend de leur culture propre vis-à-vis du sommeil. Hmm, Les athlètes de haut niveau sont quand même, en fait, s'ils sont de haut niveau, sont bien entourés. Et les hmm, coachs qui les entourent sont sensibilisés à ça. Ils ont peut-être pas l'intégralité des connaissances sur le sommeil, mais en fait, c'est pas grave, tu vois. Encore une fois, c'est une question de bon sens. Tu sais, la règle de 80-20. Si tu fais, franchement, si tu fais 20% des bonnes choses, t'as 80% des résultats sur le sommeil. Si tu fais pas n'importe quoi avec les écrans, que tu manges bien un minimum, que tu as des horaires stables de sommeil, que tu déconnes pas sur la température, que tu as tendance à tamiser la lumière en fin de journée, que tu as soigné un minimum ta chambre à coucher, bah, tu vas avoir un bon sommeil, tu vois. D'autant hmm. plus que tu es jeune. Le sommeil se complique avec le temps. Quand tu as 25 ans, tu vois, la majorité des gens, ils dorment bien en ayant rien à foutre. C'est comme les gens qui restent minces en mangeant n'importe quoi en étant jeune. Le problème, c'est quand t'arrives, c'est avec le temps, tu vois. C'est un truc chronique. Ouais. Donc non, je vois pas forcément la différence, sauf vraiment chez les athlètes de haut niveau qui dont c'est le métier, et comme c'est le métier, ils ont un rythme un volume d'entraînement important. Et là, en fait, la question ne se pose même pas. Les mecs, tu vois, c'est encore une fois, c'est un ressenti. Ça s'impose à toi. Tu vois, t'en ressens le besoin de plus Hmm. dormir et de mieux dormir. Ok. Et à contrario, du coup, si un athlète, là, tu consultes, il arrive et tu vois qu'il minimise du coup l'importance du sommeil, il préfère sacrifier quelques heures de sommeil pour s'entraîner davantage ou faire autre chose, toi, tu lui dirais quoi? Alors, bon, on dit en médecine que l'information doit être claire, loyale et appropriée. Ça veut dire que je ne dis pas la chose de la même manière à tout le monde. Mais chez un mec qui a le mental solide, je vais lui secouer les bretelles. Parce que typiquement, alors je l'ai jamais vu chez des sports de combat, très sincèrement. Mais typiquement chez le go muscu, tu sais, il y avait pendant il y a quelques années encore, les Américains qui disaient, moi je me lève à 3 heures du matin pour aller m'entraîner, pendant que Hmm. toi, espèce de petite feignasse, t'es en train de dormir. Ouais. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est la débilité mentale Hmm. illustrée, tu vois. Donc non, le mec qui va me dire ça, je vais dire, mais en fait, je vais lui expliquer, tu vois, tu, tu, tu ne progresses pas quand tu t'entraînes, tu te progresses quand tu te reposes. Si tu as optimisé ton entraînement, évidemment. Hmm. Et donc, l'optimisation de ton entraînement, comme on a dit tout à l'heure, passe par quand est-ce que tu le fais. Si tu vas t'entraîner, tu sais, les salles 24-24, ça sert à rien. Moi, quand je vais choisir une salle en critère, je vais pas savoir est-ce qu'elle est ouverte à 4 heures du matin. J'irai jamais m'entraîner à 4 heures du matin. Ouais. C'est complètement débile. À 4 heures du matin, je dors. Tu vois. Et bah, le mec qui va me dire, ouais, moi je m'entraîne à 4 heures du mat. Ben non, il y a un problème dans l'organisation de ta journée. Après, il y a des gens, tu vois, qui vont se lever tôt parce qu'ils ont des contraintes dans leur vie. Quand tu rentres après la fin de la journée, t'es fatigué. Bon, t'as plus la motivation d'aller t'entraîner, t'as un peu d'autres choses à faire. Tu dois faire les courses, faire à manger, t'occuper de tes enfants, machin, là, là. Bon, bah tu vas te lever plus tôt pour aller dormir, très bien. C'est une question d'organisation de la journée. Mais franchement, même chez l'athlète qui va te dire, moi je m'entraîne, pourquoi tu vas t'entraîner à 22 heures en fait? C'est quoi là? Si t'es athlète de haut niveau, t'as toute la journée pour t'entraîner. Après, ça dépend du sport que tu fais. Puis c'est vrai Hmm. qu'il y a des gens dont ça paye pas forcément. Mais tu vas t'entraîner après la journée de travail. Tu vas pas t'entraîner à minuit. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hmm. D'accord. Ok, ok. Donc, prêt à remonter les bretelles. Bah oui, il faut des Euh, fois. Allez, pour terminer sur ce sujet du sommeil, si tu devais donner une seule règle d'or en matière de sommeil pour les athlètes, quelle serait-elle? Franchement, je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est la stabilité des horaires de coucher et de lever. Comme je t'ai dit, en accord avec son chronotype. Comme je t'ai dit, il y a la qualité du sommeil. On parle même pas des synchroniseurs circadiens. Les synchroniseurs circadiens ont une influence sur la qualité de ton sommeil selon comment tu les modules. Mais au préalable, il faut avoir un sommeil naturellement prompte à une bonne qualité. Et ça passe par une horloge biologique synchronisée. Et elle est synchronisée par des horaires de coucher et de lever conformes à ce pourquoi tu es prédisposé génétiquement et stabilisée justement par des horaires de coucher et de lever stables en semaine. En gros, il vaut mieux faire la sieste pour compenser une restriction de sommeil. Par exemple, bah, un est tous humain, tu vois. Un samedi soir, tu vas vouloir aller faire la fête, ça peut arriver. Tu vas boire un verre avec les collègues, tu vas faire une entorse à la règle, ça arrive, tu vois. On n'est pas des sommeils nazis, comme j'ai dit, tu vois. Hmm. Bah, tu vas compenser ce manque de sommeil par une sieste en essayant de pas décaler l'horaire de coucher ou de lever, pardon, au maximum d'une heure
de manière justement à pas décaler ton horloge biologique. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment la règle d'or. Ok, Tu vois? super. Si tu peux optimiser les synchroniseurs circadiens autant que tu veux. Si tu fais les 3-8 et un jour tu vas te coucher, tu vas te coucher le matin, un jour tu vas te coucher le soir, un jour le matin, un jour le soir, c'est terminé. Tu peux, tu vois, c'est hyper compliqué dans ces situations-là. Ok, super. Voilà la règle d'or donnée par le docteur Morgan Aldo. Allez, il nous reste encore deux questions avant de terminer cette interview. Toi, en dehors de ton métier de médecin du sport, quelles sont tes passions dans la vie? Bon, t'en as un peu parlé, mais peut-être que t'as d'autres passions. Bah écoute, moi j'aime beaucoup le sport. En fait, pour te dire à quel point j'aime le sport et en fait mon mode de vie en général, moi je ne voulais sacrifier. Tu sais, en médecine, bon alors ça change un petit peu, mais je vais te dire comment moi je l'ai passé. Il y a plusieurs concours. Il y a le concours de première année de médecine et il y a le concours de sixième année de médecine qui te prépare donc le concours d'internet qui te prépare à ta spécialité. Et c'est un concours très dur puisqu'il est national. Donc tu le passes sur absolument, je sais plus combien on était, 7000, un truc comme ça. Tous les étudiants qui sont étudiants en médecine et qui te permet de savoir quel type de spécialité tu vas être et où est-ce que tu vas faire ton internat. Donc, ça se prépare non pas en un an, mais en 3 ans. Et moi, en fait, je faisais déjà donc évidemment du sport et je ne voulais sacrifier ni mon mode de vie avec le sport, ni ma médecine. Or, pour pouvoir performer en termes de médecine, il fallait soit que je dise, en fait, tant pis pour la médecine et puis je serai un mauvais médecin, soit dire, vas-y, j'arrête le sport et puis, je me concentre sur les études. Et en fait, je l'ai pas fait. Donc en fait, j'ai fait un an de plus. J'ai redoublé volontairement parce que c'était la seule option possible pour pouvoir ne pas faire de concession. En fait, c'était là la concession, c'était faire un an de plus, tu vois. Donc j'ai fait un an de plus. Et donc en fait, oui, j'aime beaucoup le sport pour tous les bénéfices que ça te permet, tu vois. Franchement, quel plaisir. En fait, tu vois, on dit que la santé, c'est la vie dans le silence des organes. C'est-à-dire quand ton corps te fout la paix, il te laisse tranquille. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un corps qui répond, qui est performant. Tu cours pour attraper le bus, t'es pas essoufflé comme une grosse merde. Tu veux aller courir, tu peux courir, ton corps te le permet. Tu veux, je sais pas moi, tu veux même être concentré, tu vois, avoir des performances cognitives. Ça passe par un mode de vie sain. Qu'est-ce que c'est agréable. À l'inverse, tu vois, rien que tu commences, moi le jour où je commence à faire quelques entorses à règle, je commence à faire un peu trop de cheat meal. J'ai des boutons sur la gueule. Je sens que je suis fatigué. Je digère, c'est désagréable au niveau du ventre. Donc tout ça, en fait, moi, c'est une passion, en fait, tu vois, c'est le fait d'avoir un bon mode de vie. Et je me passionne aussi pour le fait, je t'ai pas dit, je reprends le terme toujours nazi, parce que tu sais, il y avait ce terme nutri-nazi. Hmm. Je suis pas nazi, je fais des entorses à la règle. Je saute des fois des séances de sport. Et c'est pas grave, la vie c'est un marathon. Et je me sens super bien. Je cultive, tu vois, cette, cet état d'esprit de, euh, comment dire, de bienveillance avec soi-même et euh, euh, de reconnaissance envers les efforts qu'on fait et qu'on continue de faire. Et c'est cette bienveillance envers soi-même qui permet, tu vois, de continuer jour après jour à faire les choses. Voilà. Et puis sinon, en parallèle de ça, j'adore apprendre. Tu vois. Encore une fois, je lis derrière parce que tu vois la bibliothèque parce que j'adore apprendre. J'essaye de devenir meilleur tous les jours, même de 0,01%. Et ça, pour moi, ça passe par la lecture. Déjà dans la médecine, tu vois, quand t'es dans un truc comme la médecine, t'as jamais fini d'apprendre. Jamais. Et c'est trop beau en fait d'apprendre. C'est trop beau de voir que tu montes ton niveau. Tu vois. C'est comme, je sais pas, moi, tu vois que tu progresses en boxe, tu vois que tu progresses en muscu. C'est vrai en fait dans ton métier aussi, surtout dans tous les niveaux. Tu vois, moi j'ai un métier humain, donc tu progresses dans les relations sociales, tu progresses dans ta prise en charge d'une énorme panel de pathologies. C'est trop agréable, tu vois. Donc voilà, en fait, je me passionne pour plein de choses. Ok, super. Quelle personnalité sportive ou dans le monde du sport tu conseillerais d'inviter dans ce podcast? Euh... Écoute, moi je connais bien le Major Gérald. Ouais. Je connais bien le Major Gérald, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo avec lui, j'ai même pu l'interviewer. Et en fait, le Major Gérald, il est impressionnant pour plusieurs raisons.
La première, déjà, c'est son niveau de performance à l'âge qu'il a. Il a 52 ans. Donc déjà, quand tu le vois physiquement, tu sais, on a le physique de nos idées, donc le mec est un corps sculpté. Mais c'est à 50... Moi, à 20 ans, j'avais pas ce physique. À 30 ans, encore moins, tu vois. Euh, et donc, il a un physique de fou, et c'est pas que ça. Moi, j'ai fait des... Il m'a tenu les PAO. Il m'a fait... J'ai vu, ouais. il m'a fait, tu sais, il me faisait envoyer des low kicks et il parait les low kicks. Lui, il avait pas de protège tibia. Moi, je les avais. Je pouvais pas envoyer fort du tout. Il me disait, mais envoie plus fort. Je disais, je peux pas. Il a des tibias en béton. J'avais mal au tibia, alors que je les avais conditionnés, je les avais entraînés, tu vois. Mm. C'est comme quand tu fais un tibia, sauf que j'avais le protège tibia. Il a des performances physiques de malade. Il est super fort. Vraiment, il a un cardio de barjo. Au niveau muscu, il soulève, mais beaucoup plus lourd que moi. Bon, il est plus grand et plus lourd, tu vois. Euh, et puis, il a. Alors, c'est intéressant de parler avec lui parce que tu as vu, quand tu regardes un peu comment il s'exprime, il est très éloquent. Et la chose très intéressante chez lui, c'est qu'il est humble. Et c'est pas. Et je te promets qu'en privé, c'est pas une fausse humilité en public. Hein. Il est vraiment humble. Et c'est vraiment incroyable, tu vois. C'est vraiment. Moi, j'adore ça, tu vois. Les mecs qui sont humbles alors qu'ils ont tout pour être arrogants, Mm. ça fait un personnage, tu vois. C'est très inspirant. Donc vraiment, le Major Gérald, c'est moi je te ouais, Ok, t'apprends super. de lui. Et puis Bon. il a un pédigré, le mec encore une fois n'a plus 20 ans, donc il a des expériences, donc il a la maturité, les expériences et tout qui vont avec, tu vois. Ok, super. Bah, merci en tout cas. Bah, écoute, j'essaierai de le contacter, Major Gérald. En plus, bah, j'ai vu tes vidéos et vu que moi je suis toujours sur YouTube et avec Karate Bushido à l'époque, avec Greg Emerald, Ouais. etc. Je pense que ça peut être vraiment pas mal pour les auditeurs et auditrices. Ok, et on peut te suivre où du coup, Morgan? Sur les Bah réseaux? écoute, Est-ce ouais, que tu... écoute, je suis moderne. Hein. Donc vous pouvez taper simplement tout attaché DR Morganaldo sur tous les réseaux, hein, genre sur YouTube, Instagram et même TikTok. Ok, parfait. Bon, de toute façon, je mettrai tes liens de tes réseaux là dans la description de cet épisode. Bah, on arrive à la fin. Est-ce que tu as un mot de fin à dire, Morgan, pour les auditeurs et auditrices? Écoute, ouais, si je dois dire un mot pour la fin, ça va reprendre. Tu verras, c'est dans la philosophie un peu que j'ai essayé de transmettre tout au long de ce podcast, c'est de dire Rome ne s'est pas construite en un jour. Aujourd'hui, on est à l'ère du je veux tout de suite maintenant. Et en fait, il faut accepter que les choses prennent du temps. Je sais plus, il y a un chinois quelconque, je me rappelle plus, qui a dit qu'il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Faut aimer le processus de changement. Faut aimer le fait de progresser. Donc en fait, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour absolument tout dans la vie, tu vois, tout prend du temps. Même tu vas améliorer ton sommeil, essaye, ne fais pas tout d'un coup, tu vas tout chambouler. Essaye de voir une chose après l'autre. Je vais essayer d'avoir des horaires de sommeil plus réguliers. Puis je vais essayer d'optimiser comment est ma chambre. Puis je vais optimiser mon alimentation. Puis ceci, puis cela. Essayer de décaler, si possible, mes horaires quand est-ce que je fais le sport, etc. Ça se fait progressivement. Faut pas essayer de tout faire d'un coup. Et c'est très agréable de se dire, tu vois, je sais pas, regarde les millionnaires qui deviennent millionnaires du jour au lendemain et qui en fait ont accès à absolument tout ce que la vie peut te permettre d'avoir. Bah t'en as plein qui deviennent dépressifs et qui finissent par se suicider. Alors que si tu essayes de devenir millionnaire toi-même et que tu aimes le processus de le devenir, je prends l'exemple de millionnaire mais pour le dire pour la vie, Mm. mais en fait, tu fais que t'épanouir jour après jour. Je me sens beaucoup plus épanoui à... Moi j'ai bientôt 32 ans. À 32 ans que je ne l'étais à 30, et à 30 ans que je ne l'étais à 25, et à 25 ans que je l'étais à 20. Et j'espère bien que ça va continuer, tu vois. C'est ça qui est Mm. bien, c'est ça que je te disais tout à l'heure. J'aime mettre du sens les jours. Et en fait, ça dépend que de toi. Ça dépend que de ton état d'esprit. Donc c'est vraiment le mot de la fin qui en fait te permet de te propulser dans un cercle vertueux et de vouloir faire des choses jour après jour et d'être voilà, dans cette dynamique positive. Ok, prendre son temps et comme tu dis, trust the process. Ah, je vais dire en anglais, mais ok. Ah ouais. Parfait. Mais merci en tout cas, Morgan, pour ton temps et ton partage. Cet épisode, j'espère, approfondira auprès des auditeurs et auditrices le rôle central du sommeil dans la performance, dans la récupération et évidemment dans la santé. Et puis voilà, on arrive du coup à la fin de cet épisode. Et merci à toi encore. Et Merci de m'avoir je invité. vous dis à très bientôt, les auditeurs et auditrices. Salut, au revoir. Ciao.